Quand j'étais petit, je savais pas encore ce que c'était le catch. Et pourtant, à l'époque, il y avait un nom que j'entendais assez souvent et que j'associais à la boxe parce que c'était le seul sport de combat que je connaissais, mais surtout un nom qui, quand il était mentionné, était toujours synonyme d'un monstre de puissance qui détruisait tout sur son passage, un véritable animal qui dominait le sport dans lequel il combattait et qui déjà à l'époque m'avait grandement intrigué. Ce nom, vous l'aurez peut-être reconnu, c'était celui d'un homme qui, avec moins de 10 ans de carrière à la WWE, a non seulement réussi à devenir l'une des icônes de la Ruthless Aggression puis de la génération Catch Attack, mais également à s'offrir une carrière à Hollywood remplie de succès. Et il est l'heure de revenir ensemble sur l'histoire de l'homme qui est passé de lâcher des énormes powerbombs sur Edge à tourner dans les films Marvel, l'animal Batista. Si on peut penser que, comme ceux avec qui il partageait le devant de la scène pendant la génération NT1, Batista a commencé directement sa carrière dans le catch à la WWE avec leur centre de développement dans l'Ohio, il a en réalité d'abord tenté de rentrer dans le centre de développement de la compagnie adverse, la WCW, à la fin des années 90. En l'occurrence, Batista parle de cette première expérience dans son livre, que je vous conseille de lire, mais malheureusement, son test à la WCW s'est très mal passé parce que le mec qui faisait passer les tests à l'époque avait un clair complexe d'infériorité, et il a donc tout fait pour humilier Batista et son pote, les forçant à s'épuiser et leur demandant de s'allonger sur le dos en hurlant « Je suis un cafard en train de mourir ». Comme si c'était pas suffisant, le mec a en plus conclu la session d'entraînement en les virant de la salle et en leur disant qu'il ne pourrait jamais être catcheur car il n'avait pas assez de courage et de persévérance. Mais force est de constater que ce gars-là avait juste parfaitement tort. La carrière de Batista commence donc réellement enfin à la OVW en 2002 où il est encore regardé de haut parce qu'il est là-bas le catcheur le moins payé, mais il obtient enfin une chance de montrer ses capacités et cette chance va le mener très loin. Là-bas, il développe le personnage de Léviathan, celui d'un véritable monstre ne s'exprimant pas ou très peu, et il va là-bas tellement impressionner les officiels qu'environ 6 mois à peine après ses débuts à la OVW dans sa version finale, Batista est appelé pour faire ses débuts dans le roster principal de la WWE. Une opportunité en or se présente donc à un gars qui quelques années avant voyait son rêve brisé par un entraîneur de la WCW, et Batista allait enfin pouvoir montrer ce qu'il valait devant des millions de personnes. À ses débuts, il n'est là qu'en tant que bras armé de Devon, qui est dans son personnage de révérend à l'époque, et Batista fait donc quelques matchs du côté de SmackDown, restant invaincu dans les shows télé, et se lançant en rivalité avec un certain Randy Orton, mais finissant par perdre cette série d'invincibilité à cause d'une intervention ratée de son associé Devon. Bien sûr, vous connaissez le catch, cette erreur va causer des dissensions entre Batista et son mentor aux écrans, et une rivalité va finir par éclater entre les deux, mais finalement elle ne mènera pas bien loin, puisqu'après avoir battu Devon en moins de 2 minutes, Batista disparaîtra des écrans pendant environ 2 mois. Ce premier run avec ce premier personnage était donc un test pour voir comment Batista allait se débrouiller aux écrans, et après être revenu dans des shows télévisés pendant quelques temps, Batista était enfin prêt à faire son retour pour lancer sa carrière pour de bon. Le buffle revient donc du côté de Raw lors de l'épisode du 4 novembre 2002, durant lequel il explose Justin Credible en moins de 2 minutes, une fois de plus, et si à ce moment-là on le voyait simplement comme un jeune catcheur solo extrêmement dominant, il allait bientôt recevoir le soutien de quelqu'un de très important. Impressionné par les capacités de Batista, Ric Flair, une immense légende du catch, approche celui-ci dans les vestiaires et commence à s'associer avec. À l'époque, Ric Flair est déjà associé avec le champion du monde Triple H, qui a littéralement le contrôle de Raw, et si aux écrans les deux hommes cherchent simplement à dominer le show rouge, ils sont en réalité dans les vestiaires à la recherche d'un jeune talent à mettre en avant pour former un immense clan. C'est comme ça que dans le cadre de son alliance avec Ric Flair, Batista progresse et fait sa première apparition en pay-per-view contre Kane en le battant lors de Armageddon, pour enfin s'associer avec Triple H et Randy Orton en formant l'un des clans les plus mémorables de l'histoire, l'Évolution. Alors l'histoire de l'Évolution, je l'ai déjà retracée sur la chaîne en détail, donc dans cette vidéo on va se contenter du rôle de Batista dans le clan, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et profitez-en pour vous abonner au passage si c'est pas déjà fait. Au sein du clan, Batista apprend énormément aux côtés du grand Triple H et de l'immense Ric Flair, et bien qu'il ne soit vu à l'époque que comme un simple bras armé, qui est quasiment muet parce qu'il n'a pas encore développé d'assez bonnes capacités au micro, il progresse quand même rapidement et enchaîne les victoires dans des matchs très expéditifs. Sa construction est ultra intéressante, surtout quand on la compare à celle de Randy Orton, on voit clairement que même s'ils sont tous les deux des jeunes catcheurs dans ce grand clan, ils ne sont pas du tout vus de la même manière. Batista, qui est moins expérimenté et moins talentueux que Randy Orton, ne sera pas immédiatement lâché en solo, puisqu'au sein de l'Évolution, il s'associe régulièrement avec Ric Flair dans des matchs par équipe, et d'ailleurs les deux hommes arrivent au sommet de cette division lors de Armageddon puisqu'ils remportent ensemble les titres par équipe. Cet immense accomplissement pour Batista qui gagne un titre par équipe aux côtés de l'un des plus grands noms de l'histoire est vraiment parfait pour le lancer, et les deux hommes conservent leur ceinture pendant quelques mois, ne les perdant finalement que lors du Raw du 16 février au profit de Booker T et Rob Van Dam. Toujours en équipe, Batista fait à cette époque ses débuts à WrestleMania aux côtés de Randy Orton et de Ric Flair en battant la Rock and Sock Connection à WrestleMania 20, et si cette victoire lui permet encore plus de s'établir, il ne s'arrête pas là puisqu'il reprend les titres par équipe une
semaine plus tard avec le Nature Boy. Batista continue alors ses apparitions à Raw, autant en solo qu'en équipe, il apparaît également en pay-per-view assez régulièrement et continue de progresser dans le ring et au micro dans des segments non diffusés, et il continue de jouer son rôle de bras droit pour l'évolution. À ce moment-là, la WWE voit Randy Orton comme nettement plus prometteur que Batista, et c'est donc lui qui va éclore en premier, remportant le titre de champion du monde poids lourd à l'été 2004 et se faisant immédiatement expulser du clan pour avoir osé remporter le titre réservé au leader Triple H. Pendant cette période, Batista va donc rester aux côtés de Flair et de Triple H, et il aide ce dernier à reprendre le titre à Randy Orton et à le conserver pendant le restant de l'année, mais si Orton est à l'époque vu comme le futur, ses problèmes de comportement vont lui coûter sa place, et la WWE n'allait pas tarder à devoir miser sur un autre catcheur. C'est donc comme ça qu'un petit peu de nulle part, Batista commence à être bien plus mis en avant au sein de l'évolution, qu'on commence à voir qu'il a des aspirations en solo et des envies de titre mondial, ce qui va évidemment créer des embrouilles entre lui et Triple H. Le leader de l'évolution essaye de dissuader Batista d'entrer dans le Royal Rumble 2005, qui donne au gagnant un match de championnat garanti à WrestleMania, mais Batista n'écoute pas son mentor et intègre quand même le match, le remportant malgré cet incident à la fin du combat. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, alors qu'il ne reste qu'en finale du Royal Rumble Batista et John Cena, l'animal saisit son adversaire pour une Batista bombe, mais l'élan l'entraîne en arrière et les deux hommes tombent par chance pile en même temps, rendant bien sûr la situation assez compliquée pour déterminer un vainqueur, mais heureusement encore sauvable. C'est ce soir-là que Vince McMahon débarque hors de lui pour donner des instructions aux arbitres un petit peu discrètement, enfin en hurlant mais en cachant ses instructions dans ses hurlements, mais il se déchire les deux quadriceps en faisant son entrée, rendant alors cette finale du Royal Rumble 2005 encore plus mémorable. Finalement, le match est relancé et enfin Batista éliminera John Cena pour remporter le match et s'orienter vers WrestleMania. Explosant à son tour, l'animal est retenu par Triple H et Ric Flair qui essayent de le convaincre d'aller défier le champion de la WWE à WrestleMania pour éviter en réalité que Batista ne veuille s'en prendre au titre de Triple H, mais dans ce segment inoubliable du Raw du 21 février, le poulain de l'évolution explose enfin, trahissant son mentor et confirmant son face turn en s'orientant vers WrestleMania dans un match pour le titre poids lourd. Honnêtement, pour moi l'évolution, il n'y a pas photo, c'est l'un des clans les mieux écrits de l'histoire, hein. Ça a permis l'explosion de deux talents, ce qui est hyper cool, et je trouve ça juste parfait que l'histoire se conclue par une grosse rivalité entre The Game et l'animal, puisqu'évidemment lors de WrestleMania, Batista bat Triple H pour remporter son premier titre mondial, et il confirme sa place de numéro 1 en battant Triple H à Backlash puis à Vengeance dans un Hell in a Cell, laissant alors pour de bon derrière lui son passé dans l'évolution. Évidemment, ce run solo de Batista est également marqué par le début de sa nouvelle musique qui est absolument exceptionnelle et qui a marqué tous les fans de l'époque, et je suis sûr que vous aussi, quand vous étiez petit, vous faisiez la mitraillette devant l'entrée de Batista. Batista va ensuite se diriger du côté de SmackDown où il va vraiment devenir le visage du show bleu en tant que champion du monde, et si à l'époque apparemment il était un peu déçu de ce transfert, hein, il avait pas hésité à dire qu'il avait sa place à Raw qui était selon lui le show principal, je trouve quand même que cette époque à SmackDown était juste excellente. On était là en pleine Ruthless Aggression et Batista était vraiment le visage de cette nouvelle génération aux côtés de Randy Orton ou de John Cena, et c'est pour moi l'une des meilleures périodes de la carrière de Batista. Bon ok, sa première rivalité là-bas n'est peut-être pas la plus marquante, hein, puisqu'elle est contre JBL, mais même si elle n'est pas inoubliable, elle permet quand même au champion du monde de s'établir dans le show bleu en battant un catcheur déjà bien connu et surtout détesté de tous. Reprenant alors un petit peu confiance en lui du côté de SmackDown, aux côtés de grands amis à lui comme Rey Mysterio ou Eddie Guerrero, Batista traverse de nouveau une période très difficile suite au décès tragique de ce dernier, mais il continue malgré ça d'apparaître chaque semaine défendant l'honneur du show bleu et de son titre poids lourd, mais surtout la mémoire de son meilleur ami Eddie Guerrero. Alors champion depuis plus de 6 mois, la WWE fait largement confiance à Batista qui n'est pourtant qu'à son premier règne, et c'est vraiment lui le visage de SmackDown à l'époque, ce qui va d'ailleurs être encore plus appuyé parce qu'en fin d'année 2005, il s'associe avec Rey Mysterio pour aller chercher les titres par équipe. Restant champion pendant quelques temps, l'équipe Rey Mysterio et Batista est selon moi l'une des plus sous-estimées de l'époque parce que même si elle a marqué de nombreux fans parce qu'elle réunissait deux des plus grandes stars de l'époque, elle aurait pu je trouve durer tellement plus longtemps parce que l'association des deux fonctionnait ultra bien. J'avoue que généralement les équipes avec un big man et un catcheur très aérien ça fonctionne assez bien, mais là il faut comprendre que la WWE avait aussi entre ses mains deux immenses stars solo et il était donc pas question de les laisser stagner dans la division par équipe même si à l'époque celle-ci était très cool. Clôturant donc sa rivalité contre M&M autour des titres par équipe, Batista s'attaque en même temps à sa prochaine rivalité pour le titre mondial contre Mark Henry qui attaque l'animal à plusieurs reprises, mais le champion du monde finit par se blesser, annulant alors les plans entre les deux et forçant la WWE à retirer le titre à Batista. Malheureusement cette blessure met Batista sur la touche pendant plus de 6 mois, le forçant à manquer WrestleMania 22 et même son retour ne sera pas tout de suite couronné de succès puisque l'animal va se trouver à nouveau dans une période difficile. Il veut relancer sa rivalité avec Mark Henry mais celui-ci se blesse à son tour, hein. On verra d'ailleurs qu'après 2 échecs la WWE va complètement abandonner l'idée de cette rivalité. Il explose Mr. Kennedy lors du Great American Bash, hein, qui est venu remplacer Mark Henry et qui subit une véritable exécution en direct en pay-per-view, hein. C'est vraiment un bain de sang, je vous invite à aller voir ça pour les curieux. Et Batista erre un petit peu à SmackDown suite à ça avec des matchs peu importants en attendant sa prochaine rivalité. Il s'oriente brièvement du
côté de la ECW pour aller affronter le champion de l'époque, le Big Show, ce qui est peut-être la pire idée de l'histoire, hein, parce que vous amenez deux catcheurs WWE comme ces deux-là au milieu du Hammerstein Ballroom devant une foule de fans de la ECW, ça ne peut que tourner au drame. Du coup, le match est bien sûr complètement rejeté par les fans qui insultent les deux catcheurs, les huent et les trolls dans un moment assez intéressant que je vous invite à aller revoir, parce que ça illustre parfaitement l'immense différence entre l'âme de la ECW et ce que la WWE voulait faire de cette nouvelle incarnation du show. Mais vous savez, j'ai une petite théorie sur ce match. Je pense qu'en fait, les huées de la foule, c'était aussi lié au fait qu'avant de monter sur le ring, Big Show et Batista avaient reconnu qu'ils naviguaient sur internet sans CyberGhost VPN et donc sans protection. Vous l'aurez évidemment compris, aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Et oui, parce que l'un des meilleurs moyens aujourd'hui de se protéger contre les hackers, les sites ou les personnes malveillantes, c'est d'utiliser un VPN. Un VPN, c'est un réseau privé virtuel. Pour faire simple, quand vous utilisez un Wi-Fi public, par exemple dans le train, quand vous regardez les meilleurs matchs de Batista après avoir vu cette vidéo par exemple, vous êtes connecté à un Wi-Fi qui n'est pas sécurisé et c'est là qu'intervient le VPN. Il vous permet de protéger vos informations personnelles, votre adresse IP et vos données, mais pas que, parce que CyberGhost peut aussi vous servir quand vous êtes chez vous et que vous voulez accéder à du contenu qui n'est pas disponible dans votre pays, ou encore que vous voulez avoir des meilleurs prix sur de nombreux sites internet. Vous pouvez aussi bénéficier d'un plus grand catalogue sur les services de streaming par exemple, comme Netflix, qui comme on l'a dit, en plus d'avoir du contenu exclusif à certains pays, n'hésite pas à vous supprimer le partage de compte, donc il faut bien rentabiliser votre abonnement. Bref, CyberGhost VPN vous permet d'avoir accès à tout le contenu du monde. Le logiciel est hyper simple à utiliser et vous pouvez avec un seul abonnement protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour faire profiter vos proches, d'autant qu'il est disponible sur toutes les plateformes comme Windows, iOS, Android, mais aussi Smart TV et consoles de jeux. Donc si vous voulez vous protéger, n'attendez plus et utilisez le lien en description pour obtenir 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,3€ par mois et 4 mois gratuits. CyberGhost propose en plus une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés et un support 24 h sur 24, 7 jours sur 7, c'est donc totalement sans risque et vous ne perdez rien à essayer. Rejoignez donc les 38 millions d'utilisateurs dans le monde et essayez CyberGhost VPN avec le lien en description. Allez, revenons à la carrière de Batista parce qu'évidemment, après ce passage raté à la ECW, il va être temps pour l'animal de se relancer. Il se lance immédiatement en rivalité contre Booker T, le champion du monde poids lourd de l'époque, et il tente alors à de très nombreuses reprises de récupérer son titre, mais le champion trouve systématiquement un moyen de s'en sortir, privant Batista de l'or qu'on lui avait retiré quelques mois plus tôt. Finalement, après plusieurs affrontements et des défaites par disqualification de Booker T, celui-ci est contraint de défendre son titre une dernière fois contre Batista au Survivor Series dans un match avec une stipulation assez particulière. D'un côté, Booker T ne peut plus volontairement se faire disqualifier, sinon il perdra quand même son titre, et de l'autre, en cas de défaite, Batista ne pourra plus jamais avoir de match pour le titre poids lourd. Vous vous en doutez, c'est enfin là que Batista récupère la ceinture, battant Booker T au Survivor Series pour enfin se lancer dans son deuxième règne de champion et reprendre la tête de SmackDown. Il ne repart pas directement suite à ça en rivalité avec son prochain challenger, puisqu'il fait brièvement équipe avec le champion de la WWE John Cena lors de Armageddon dans un moment plutôt cool, et finalement il revient bien du côté du show bleu pour s'attaquer à une rivalité contre un homme qui est en pleine ascension et qu'il a déjà croisé, Mr. Kennedy. Cette rivalité ne sera pas bien longue et Batista conservera son titre sans trop de difficultés, notamment au Royal Rumble, où le même soir, un certain Undertaker ira chercher la victoire dans le Royal Rumble match, attaquant l'année 2007 avec un match garanti à WrestleMania pour le titre de son choix. Dans cette scène dont beaucoup se rappellent, avec la WWE qui essaye de nous faire croire qu'il y a un monde dans lequel l'Undertaker choisit le champion ECW Bobby Lashley, le Deadman ne fait étonnamment pas ce choix, franchement je vois vraiment pas pourquoi, et défie alors Batista pour son titre sur la plus grande scène du monde. Là-bas, les deux hommes vont avoir un excellent match, ce qui est important à noter parce que même si Batista n'a jamais été vu comme le meilleur catcheur dans le ring, je trouve qu'il combinait parfois extrêmement bien avec certains adversaires, et à mon sens l'Undertaker en fait largement partie, ce qui fait de leur match à WrestleMania 23 l'un des meilleurs de la streak selon moi. Alors vous vous en doutez, l'Undertaker est à l'époque à 14-0 et sa série d'invincibilité ne prendra pas fin avant de nombreuses années, et donc Batista s'incline face au Deadman, mais leur rivalité ne prend pas pour autant immédiatement fin. Batista obtient une revanche dès le pay-per-view suivant, en Last Man Standing, mais le match se termine en match nul, et leur nouvel affrontement la semaine suivante à SmackDown se termine également sans vainqueur, puisque les deux catcheurs s'échappent de la cage pile en même temps, ce que je trouvais ultra cool parce que la WWE nous montrait vraiment que Batista était largement au niveau de l'Undertaker. Malheureusement, la grande rivalité est interrompue directement après ce match, puisque Edge utilise sa mallette Money in the Bank pour aller récupérer le titre de champion du monde poids lourd et se lancer en rivalité contre Batista. L'animal se retrouve alors confronté à un nouvel adversaire qu'il n'avait encore jamais croisé, et il n'arrive pas à reprendre son titre malgré de nombreuses opportunités, perdant même le match de la dernière chance à Vengeance, le privant d'un nouveau match de championnat tant que Edge est champion. Finalement, l'animal n'aura pas à attendre bien longtemps, parce que malheureusement 2 semaines plus tard, Edge se blesse et il est contraint de rendre son titre, et Batista peut donc se relancer immédiatement dans la course au titre poids lourd, perdant la Battle Royale pour couronner
couronner un nouveau champion au profit de... Ah bon, vous savez qui, hein, je refuse d'en parler, mais obtenant heureusement un match pour devenir challenger numéro 1 et se lançant en rivalité contre... Oui, bon ben voilà, le Great Khali, c'est bon, je l'ai dit. Justement, après avoir interrompu le match pour désigner son challenger, Khali se retrouve à défendre sa ceinture dans un triple menace contre Batista et Kane dans un match vraiment pas glorieux, hein, mais il conserve quand même son titre, poursuivant alors sa rivalité contre Batista et perdant enfin sa ceinture dans un triple menace incluant Rey Mysterio à Unforgiven. Batista retrouve alors enfin sa place au sommet de SmackDown après avoir tourné autour du titre pendant des mois et il clôture sa rivalité contre le Great Khali dans le catastrophique Punjabi Prison Match pour enfin revenir dans des histoires plus intéressantes. Il reprend sa rivalité contre l'Undertaker avec un match à Cyber Sunday avec Stone Cold en arbitre spécial, mais celle-ci est rapidement stoppée par le retour de Edge dans l'excellent Hell in a Cell à Survivor Series opposant l'animal au Deadman, qui selon moi illustre vraiment bien ce qui se faisait de mieux à SmackDown à l'époque. Ce retour de Edge le relance directement dans la course au titre et il intègre immédiatement un match pour le titre à Armageddon, qui officialise également la formation de la Familia avec les débuts de Kurt Hawkins et Zack Ryder, qui interviennent dans le match pour permettre à leur mentor d'aller récupérer le titre de champion du monde poids lourd. Désormais séparé de la ceinture de champion du monde, Batista se lance en guerre contre la Familia mais passe rapidement à autre chose, s'attaquant alors à des rivalités de milieu de carte puisqu'après avoir échoué au Royal Rumble et à No Way Out dans ses deux chances de se relancer dans la course au titre, Batista démarre une rivalité avec MVP. Alors pour être honnête, même si c'est pas la plus grande rivalité de l'histoire, elle m'avait beaucoup marqué à l'époque et je saurais pas vraiment dire pourquoi. En fait, je trouvais qu'elle était assez cool parce qu'en plus de donner une rivalité de transition à Batista, elle permettait aussi de bien établir MVP et c'était pas si bête que ça je trouve. Bon malheureusement au final cette rivalité n'amènera pas à grand chose hein, parce que malheureusement la transition s'avérera compliquée pour l'animal qui erre en milieu de carte avec notamment un match 5 étoiles contre Snitsky mais qui n'a à ce moment-là aucun match sur la carte de WrestleMania et qui se retrouve alors relégué à un match de guerre de show contre Raw face à Umaga, ce qui pour le coup est très dommage parce qu'avec une vraie histoire et pourquoi pas un titre en jeu, je suis sûr que les deux hommes auraient pu avoir une rivalité très intéressante. Au lieu de ça, leur affrontement est gâché pour une simple histoire de guerre SmackDown contre Raw et il est d'ailleurs vraiment pas terrible en plus d'être très décevant pour Batista, qui voit dans l'un des matchs les plus importants de la carte Cena, Orton et Triple H se battre pour le titre de la WWE, pendant que lui se retrouve en milieu de carte, hors de toute histoire. Heureusement pour lui, la prochaine histoire de Batista allait s'écrire quasiment toute seule, puisqu'après la victoire de Michaels contre Ric Flair à WrestleMania, ce dernier est contraint de prendre sa retraite, ce qui va naturellement énerver celui qui était son poulain dans l'évolution et qui est désormais son ami, l'animal Batista. Batista démarre alors une rivalité contre Shawn Michaels, à qui il reproche d'avoir mis un terme à la carrière d'une légende, mais finalement cette histoire va s'éteindre très vite pour laisser place à l'immense rivalité que vous connaissez tous entre Shawn Michaels et Chris Jericho. Pour essayer de se relancer suite à ça dans des histoires de haut de carte, Batista est drafté à Raw en 2008 et il démarre très fort puisqu'il obtient directement un match contre le champion du monde de l'époque, CM Punk. Batista n'arrive pas à récupérer la ceinture lors de leurs divers affrontements, notamment à cause d'une intervention d'un certain John Cena, et la présence de Cena permettra de lancer une rivalité longuement attendue par les fans entre le visage de la WWE et l'animal, qui auront une histoire vraiment cool dans laquelle ils vont remporter les titres par équipe mais ne les conserver qu'une semaine puisqu'ils n'arriveront évidemment pas à s'entendre, et le choc tant attendu arrivera enfin lors de SummerSlam. Malheureusement, malgré l'immense qualité de ce match que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir parce que c'est très cool de voir un choc entre deux immenses stars, John Cena subit ce soir-là une blessure très grave suite à une mauvaise chute sur un contre impressionnant, et cet incident mettra immédiatement terme à la rivalité qui ne reprendra alors que 2 ans plus tard. Le problème c'est qu'à l'époque, la WWE avait évidemment des plans à long terme pour cette rivalité, donc Batista se retrouve une fois de plus sans rivalité importante, errant du côté de Raw dans des matchs peu importants mais finissant par se relancer dans la course au titre sur la fin de l'année et battant enfin Chris Jericho lors de Cyber Sunday pour remporter une fois de plus le titre poids lourd. Malheureusement, même si je trouve que la ceinture de champion du monde poids lourd va parfaitement bien à Batista, ce 4e règne marque également son dernier et il ne sera en plus que de courte durée puisqu'une semaine plus tard à Raw, Jericho reprend la ceinture, renvoyant Batista dans des histoires moins intéressantes et loin du titre de champion du monde. Pour se reprendre, Batista clôture l'année 2008 en se lançant en rivalité contre l'un des mecs les plus fous du roster mais aussi les plus populaires à l'époque, un certain Randy Orton, et l'année 2008 se termine pour l'animal de manière tragique puisqu'il déguste un immense punt kick en plein crâne qui l'éloignera des rings pendant des mois. Bon, en réalité à l'époque Batista souffre réellement d'une blessure qu'il doit aller soigner et donc la WWE trouve une justification pour le sortir des écrans, mais soyons honnêtes, à l'époque le punt kick de Orton paraissait juste tellement réel qu'on était nombreux à croire que Batista avait une giga commotion cérébrale à cause de Orton. Pendant ce temps, la Vipère continue sa rivalité contre Triple H et la famille McMahon dans une époque absolument excellente, et Batista effectue enfin son retour lors du Raw du 6 avril 2009, s'alliant à Triple H contre la Legacy et rejoignant même le champion de la WWE et Shane McMahon dans un match à 6 lors de Backlash pour le titre de champion. En réalité, les règles du match sont assez particulières puisque c'est un 3 contre 3, mais si l'équipe de la Legacy remporte le match, Randy Orton devient champion de la WWE et en cas de victoire de n'importe quel membre de l'équipe de Triple H, celui-ci conserve son titre. Batista se
retrouve du coup un petit peu en second plan de cette rivalité, puisqu'il n'est là que pour défendre la ceinture de The Game, mais en réalité il est surtout là pour régler son compte à Orton, ce qui va finir par coûter le match et la ceinture à Triple H, qui tentera d'empêcher Batista d'exploser la Legacy avec une chaise pour éviter une disqualification et donc une perte de titre, mais qui mangera dans le ring un RKO, perdant alors son titre de la WWE. Finalement, cette erreur de Batista lui sera quand même plutôt favorable puisqu'il est immédiatement relancé dans la course au titre, et après des semaines de lutte contre la Legacy et une défaite à Judgment Day, Batista arrive enfin à bout de Randy Orton dans un Steel Cage match lors de Extreme Rules pour récupérer pour la première fois le titre de la WWE. C'est quand même assez étonnant de voir que Batista a dû attendre si longtemps avant de remporter le titre WWE parce qu'il a surtout tourné autour du titre poids lourd qui était longtemps considéré comme inférieur à son équivalent du côté de Raw, mais ça faisait quand même grave plaisir à l'époque de voir Batista enfin récompensé. Alors je dis ça, mais en réalité à l'époque j'étais deg, j'étais un immense fan de Orton et de la Legacy, et donc désolé de le dire, mais j'étais un petit peu content à l'époque quand Batista a dû rendre le titre pour cause de blessure, ce qui a permis à Randy Orton de le récupérer à nouveau. Mais bon, on va pas non plus se réjouir d'une blessure d'un mec, on n'est pas comme ça, et Batista finit donc par effectuer son retour 3 mois plus tard, concluant sa rivalité avec Randy Orton avant de revenir du côté de SmackDown. Mais en final, cette blessure permet quand même d'aborder un sujet assez important, c'est que Batista, pendant sa carrière, il a malheureusement subi de nombreuses blessures qui l'ont écarté des rings pendant de nombreux mois, et qui ont à mon sens largement freiné sa progression, parce que même s'il a longtemps été le visage de SmackDown et qu'il a toujours été considéré comme l'un des plus grands de l'époque, il aurait pu à mon sens aller encore plus loin sans toutes ces blessures. Du côté de SmackDown, Batista reforme son association avec Rey Mysterio et les deux hommes tentent d'abord en vain de récupérer les titres par équipe avant de s'attaquer au titre poids lourd dans un Fatal 4-Way qu'aucun des deux n'arrivera à récupérer, ce qui mènera à ce moment absolument inoubliable, le heel turn de Batista sur son meilleur ami lors de Bragging Rights. Dans ce moment absolument fou dont on se rappelle tous, Batista dit à Rey Mysterio qu'il va lui arracher la tête pour lui avoir coûté le match, avant de lui envoyer une corde à linge monstrueuse puis de le détruire aux abords du ring en lui hurlant dessus, et après plus de 5 ans en tant que favori des fans, Batista tourne le dos à son meilleur ami et au public en effectuant son heel turn. Ce moment était ultra cool je trouve, et il faisait vraiment paraître Batista pour un gros monstre alors qu'il avait longtemps été juste l'animal un peu gentil favori du public, et il va alors pouvoir se lancer dans son dernier run à l'époque. Il détruit Rey Mysterio dans leur rivalité suite à ça, mais il perd les seuls matchs importants de cette histoire et ne parvient donc pas à obtenir une nouvelle chance au titre mondial, mais heureusement pour lui, Batista va à l'époque recevoir l'aide inattendue d'un homme très controversé, Vince McMahon. Lors de l'Elimination Chamber, alors que Cena vient tout juste de sortir d'un match épuisant pour remporter la ceinture de la WWE, Vince débarque et annonce que le champion doit immédiatement défendre son titre contre quelqu'un d'autre avant d'annoncer l'arrivée de Batista. L'animal explose John Cena en une poignée de secondes et marque sa carrière avec un deuxième titre de champion de la WWE pour relancer enfin sa rivalité tant attendue contre John Cena. Du coup, évidemment, les deux hommes s'affrontent à WrestleMania 26 dans un match malheureusement moins bon que celui de SummerSlam 2008, même s'il est quand même très cool et qu'on a justement des clins d'œil à cet affrontement. Et comme on est à cette époque en plein dans la folie Super Cena, celui-ci bat son rival pour reprendre sa ceinture et poursuivre cette histoire. Mais justement, si à la base j'étais pas ultra intéressé par cette rivalité à l'époque, la suite m'a clairement fait mentir avec un Last Man Standing pour le moins original à Extreme Rules et un I Quit match assez fou à Over the Limit qui se conclut par Batista qui passe à travers de l'arène dans un moment assez inoubliable. Mine de rien, même si les matchs étaient bons, je maintiens que Batista perdait pas mal d'honneur dans cette rivalité et passait un petit peu pour un con, ce qui en vrai est assez dommage parce que j'aurais aimé le voir dominer Cena comme Lesnar le fera des années plus tard, mais en réalité tout ça était assez logique puisqu'au lendemain de Over the Limit, Batista annonce de nulle part qu'il quitte la WWE et il disparaît ainsi des écrans pendant de longues années. En fait, à ce moment-là, Batista est assez déçu des décisions créatives prises par la WWE et il veut poursuivre une carrière différente puisqu'il commence à s'intéresser sérieusement au MMA, et bon, c'est bien, c'est juste dommage que le MMA ne s'intéressait pas à lui, visiblement, parce que bon, je pense que les quelques extraits de son seul combat parlent d'eux-mêmes, mais en réalité, cette absence va surtout lui permettre de se lancer pour de bon au cinéma, et il décroche à l'époque le rôle de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, qu'il continue d'incarner à merveille aujourd'hui. Justement, alors que le premier film des Gardiens de la Galaxie est en post-production et qu'une sortie est prévue pour l'été 2014, le début de l'année est marqué à la WWE par l'annonce du retour de l'animal, qui est largement pressenti à ce moment-là pour gagner le Royal Rumble. Seulement voilà, à cette époque, on est en plein Yes Movement et Daniel Bryan est le catcheur le plus apprécié de la WWE, donc quand la musique de Batista retentit et qu'il débarque en numéro 28 dans le Royal Rumble, son retour qui devait être triomphant et accueilli par des acclamations est finalement accueilli par les huées de la salle qui rejettent l'idée de voir Batista prendre la place de leur favori. Les fans qui savent très bien que Batista a de grandes chances de gagner ce match vont tout faire pour témoigner leur rejet, acclamant même celui qu'ils huront salement l'année suivante dans le même contexte, Roman Reigns. Malgré tout ça, Batista remportera
quand même le match et s'orientera donc vers WrestleMania 30 pour avoir un match de championnat contre Randy Orton, mais il effectuera dans la foulée son heel turn, embrassant les huées de la foule et avouant qu'il n'était pas revenu pour eux, mais simplement pour gagner la ceinture. Finalement, avec la popularité de Daniel Bryan tellement immense qu'elle ne pouvait pas être ignorée, le retour de Batista ne sera pas couronné de succès et Daniel Bryan sera intégré au main event de WrestleMania 30, remportant le titre et éloignant l'animal de ce pourquoi il était revenu. Malgré cette déception évidente, Batista restera à la WWE quelques temps suite à ça, reformant l'évolution avec Randy Orton et Triple H pour lutter contre The Shield et effectuer le passage de flambeau. Parce que oui, normalement dans le catch, quand on termine sa carrière, on la termine sur une défaite pour mettre en avant les stars de demain, et donc à plusieurs reprises, Batista et l'évolution vont s'incliner contre The Shield, et l'animal va même être contraint de sortir son alter ego Blutista lors de Payback. Mais malgré tout ça, et des matchs franchement cool à l'époque, même si Batista était clairement plus dans le rythme après 4 ans d'absence, c'est bien The Shield qui a le dessus sur l'évolution lors de leurs affrontements et qui remporte la rivalité. Cette dernière défaite sera celle de trop pour Batista qui quitte une fois de plus le monde du catch au lendemain de Payback, disparaissant alors de la WWE après ce qu'on croyait être son dernier run. Pendant les années qui suivent, Batista continue son parcours à Hollywood, apparaissant dans de nombreux films et ayant là-bas énormément de succès, ce qui est d'ailleurs ultra cool parce que ça donne une bonne image du catch. Et après 4 nouvelles années d'absence, l'animal fait une autre apparition aux écrans pour célébrer les 20 ans de SmackDown avec l'évolution lors de l'épisode du 16 octobre 2018. Ce soir-là, alors qu'on s'attendait à une simple réunion de 4 anciens, Batista envoie un pic à Triple H, mentionnant tous les accomplissements de la carrière de The Game, mais précisant que celui-ci a tout fait sauf battre Batista. Cette provocation, même si elle n'ira pas plus loin ce soir-là, permettra quand même de lancer la dernière rivalité de Batista à la WWE contre Triple H. S'en prenant à Ric Flair lors de la célébration de son anniversaire pour forcer The Game à accepter un match contre lui, Batista nous sortira peu de temps après sa mythique promo et obtiendra effectivement ce qu'il veut puisque lors de WrestleMania 35, le dernier match entre l'animal et The Game allait bien avoir lieu. Pour son dernier match à la WWE, Batista sort le grand jeu pendant son entrée même s'il fait une chute assez goofy à son arrivée dans le ring et il se livre ensuite à une longue guerre contre Triple H, malheureusement pas à la hauteur de leur précédent match mais tout de même très divertissante en termes de violence, et après plus de 20 minutes de lutte, The Game arrive enfin à bout de son poulain dans l'évolution pour mettre officiellement un terme à la carrière de Batista. Suite à ça, l'animal reconnaîtra qu'il ne compte plus jamais remonter sur un ring, que ce match était bel et bien son dernier et que sa carrière de catcheur est terminée, et c'est donc après une carrière de moins de 10 ans que l'animal dépose les bottes et se retire. Grand catcheur de la Ruthless Aggression et de la génération Catch Attack, Batista est l'un des noms les plus marquants de cette époque, étant même pendant longtemps le visage de SmackDown, et aujourd'hui il brille à Hollywood, obtenant une carrière plus reposante qu'il mérite largement après toutes ces années de sacrifice. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vivre ou de revivre la très grande carrière de Batista. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker et à me donner votre avis dans les commentaires. Et j'en profite également pour remercier encore CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez donc surtout pas le lien en description pour protéger vos données pour seulement 2,03 € par mois, en plus d'avoir accès à tout le contenu du monde grâce à CyberGhost. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur tous mes liens qui sont en description pour me soutenir. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.